Bonjour, nous vous proposons dans cette capsule vidéo d'illustrer toujours des concepts de génie des réactions chimiques appliqués cette fois-ci à la résolution couplée de bilan de matière et d'énergie pour une réaction exothermique équilibrée. Donc on commence de façon classique par les données du problème. On a une réaction en phase gazeuse, A plus B donne C plus D, donc il n'y a pas de dilatation chimique. Et cette réaction elle est mise en œuvre adiabatique dans une série de réacteurs catalytiques à l'IFX avec des refroidissements intermédiaires. Ce qu'on sait, c'est que l'alimentation elle est équimolaire en A et B. Il n'y a pas d'inerte, et le mélange est alimenté avec des débits FA0 égale FB0 égale 10 mol par minute, c'est-à-dire que le débit total vaut 20 mol par minute. On a une température d'alimentation de 50 degrés qui est la plus basse à laquelle le mélange peut être refroidi. On nous donne aussi des capacités calorifiques molaires des réactifs et des produits, et pour simplifier le problème, on a mis que CPA égale CP de B égale CP de C égale CP de l'espèce D qui vaut 100 joules par mol et par Kelvin. Et donc, on nous dit aussi que la quantité de catalyseur dans chaque réacteur permet d'atteindre quasiment la conversion à l'équilibre, parce que la réaction est équilibrée, et cette réaction elle est aussi exothermique. Donc on en a delta H de réaction, la quantité de chaleur dégagée par la réaction, qui vaut moins 120 kJ par mol, bien 120 000, moins 120 000 joules par mol. On nous donne aussi la constante d'équilibre à 50 degrés, cette constante d'équilibre elle vaut 50 000 à 50 degrés. Et donc la question c'est, si jamais on a 4 réacteurs et 3 refroidisseurs intermédiaires qui permettent de refroidir le mélange toujours à 50 degrés, quelle conversion peut être atteinte dans l'ensemble du système, le système constitué des 4 réacteurs et des 3 refroidisseurs intermédiaires. Donc pour analyser ce problème, on va commencer par essayer d'exprimer le taux de conversion à l'équilibre de cette réaction. On sait que c'est une réaction équilibrée, donc on peut écrire la loi d'action des masses. Cette loi d'action des masses, elle dit qu'on a une constante d'équilibre qui vaut le produit des concentrations des produits sur celui des réactifs à l'équilibre. Donc cette constante d'équilibre, elle vaut la concentration de C fois la concentration de D sur la concentration de A fois la concentration de B à l'équilibre. Et puis, c'est une réaction assez simple. Donc la concentration de A, c'est CA0 facteur de 1 moins XA. C'est la même chose pour la concentration de B, c'est une réaction mol à mol, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. Et les concentrations de C et de D, c'est aussi CA0XA ou CA0XA pour C. Donc au final, on arrive, ça simplifie bien évidemment par tous les CA0, on arrive à une relation XA à l'équilibre sur 1 moins XA à l'équilibre au carré qui vaut KX. Par ailleurs, on a la loi de Van 't Hoff qui nous dit que la constante d'équilibre, elle s'exprime sous la forme exponentielle de moins delta RG sur RT. Delta G, c'est la variation d'énergie libre du système. Delta G, c'est delta H moins T delta S. Donc la constante d'équilibre, c'est un K0 exponentiel de moins delta RH sur RT. On a aussi une valeur de la constante d'équilibre. Donc on a le delta H et on a une valeur de la constante d'équilibre à 50 degrés C. Donc, connaissant cette valeur à 50 degrés, on en déduit que la constante d'équilibre à n'importe quelle température, c'est celle à 50 degrés, exponentielle de moins delta H de réaction sur R, 1 sur T moins 1 sur T0. T0, c'est bien évidemment 50 degrés. Donc à partir de ces valeurs-là, on peut construire la courbe de variation du taux de conversion à l'équilibre en fonction de la température. On l'a ici. Donc en ordonnée, j'ai le XA à l'équilibre et en abscisse, on a les températures. On les a mises en degrés C, même si, bien évidemment, dans toutes les formules qui sont au-dessus, il faut utiliser une température en Kelvin. Donc on voit que c'est caractéristique d'une réaction exothermique équilibrée. La conversion est élevée à basse température, mais dans ce cas-là, les vitesses sont faibles. Et la conversion est faible à haute température, même si les vitesses sont élevées. Donc le problème, c'est qu'on veut aller vite à une conversion élevée, et donc on va se déplacer dans le champ composition-température. Donc on va faire des bilans de matière et surtout d'énergie sur ces réacteurs à l'IFX. Donc ces réacteurs à l'IFX, ils ont des écoulements de type piston. Il y a du catalyseur dans le réacteur, comme ceci, et ils ont un écoulement analogue à celui d'un réacteur piston. Donc on fait un bilan de matière sur un élément de volume dV, et ces bilans de matière sont de la forme classique, entrée plus production égale sortie plus accumulation. On est en mode continu, il n'y a pas d'accumulation bien évidemment. Ce qui entre, c'est FA. Le terme de production, c'est un moins R fois D de V. Et ce qui sort, c'est FA plus D de FA. C'est la variation du flux entre l'entrée et la sortie. Ce bilan de matière se simplifie aisément. Il faut apparaître FA0 et D de XA. Et puis on va coupler à ce bilan de matière le bilan d'énergie. Donc le bilan d'énergie, c'est toujours de la forme entrée plus production égale sortie plus accumulation. Donc bien évidemment, encore une fois, on est en mode continu, il n'y a pas d'accumulation. Le flux d'énergie qui entre dans l'élément de volume dV, c'est la somme des flux de chaque espèce fois le CP de chaque espèce fois la température moins la température de référence. CP T moins Trf, c'est l'enthalpie d'un courant, ici en joules par mol, et on multiplie ça par le débit en mol par seconde. Donc ça, c'est le flux d'enthalpie
qui entrent dans l'élément de volume dV. Le terme de production, c'est R fois moins delta RH fois dV, c'est le flux d'enthalpie qui est transformé par la réaction. Delta H, il est considéré comme reçu par le système, c'est pour ça qu'on a toujours un moins delta RH. Dans tous les bilans d'énergie, c'est R fois moins delta RH fois l'élément de volume. Et puis, le flux d'enthalpie qui sort, c'est encore une fois somme des FJ CPJ, T plus DT moins TRF, la température a varié. La variation des flux et du CP entre l'entrée et la sortie, elle est dans le delta H. Elle est inclue dans le delta H. On vous renvoie au cours d'établissement des bilans d'énergie pour en être sûr. Mais donc, les bilans d'énergie sont toujours sous cette forme-là. Donc, à partir de ce bilan d'énergie, on peut le simplifier un petit peu, bien évidemment, et on va avoir, si on enlève celui-ci et celui-ci, voilà, le bilan d'énergie nous dit que R fois moins delta H fois dV, ça vaut somme des FJ, CPJ, DT, et comme CP est constant, ça vaut simplement la somme des flux de chaque espèce. Le flux aussi, il est constant. Donc au final, on va prendre ce bilan d'énergie et puis on va remplacer l'expression de R dV qu'on a ici par celle qu'on avait vue dans le bilan de matière. Et on arrive à une relation qui est assez simple, qui est celle-ci. Donc ça, c'est le terme de chaleur transformé par la réaction. Et ça, c'est le terme de variation d'enthalpie du système entre l'entrée et la sortie, la variation du courant. La somme des FJ, c'est simplement 2 fois FA0, c'est-à-dire c'est FA plus FB, le flux total est conservé. Et donc ça conduit à ce qu'on appelle une droite adiabatique. Au final, j'ai simplement moins delta RH sur 2 fois CP fois D de XA égale DT, et ça peut s'intégrer entre l'entrée et la sortie. À l'entrée, XA vaut 0, et la température vaut T0, et à la sortie, la température vaut T. Et donc on a ce qu'on appelle une droite adiabatique, qui est de cette forme-là, T égale T0 plus JX, ou XA. Et J, c'est ce qu'on appelle l'élévation de température adiabatique. C'est la variation de température que peut prendre au maximum le système si la conversion tend vers 1. Si la conversion tend vers 1, j'ai la température de sortie qui vaut T0 plus J. C'est pour ça que ça s'appelle une élévation de température adiabatique. Ici, cette température adiabatique, cette élévation de température adiabatique, elle vaut moins delta RH sur 2 fois CP, et quand on calcule, ça fait 600 degrés. Alors c'est une variation de température, donc c'est 600 degrés C et c'est aussi 600 degrés K. Il n'est pas question de rajouter 273 Kelvin. Donc partant de là, maintenant on peut faire une construction graphique. Donc on sait qu'on peut atteindre quasiment la conversion à l'équilibre dans chaque réacteur. Donc on va prendre la variation de la conversion à l'équilibre en fonction de la température qu'on a vu tout à l'heure, et puis on va tracer cette droite adiabatique pour différents points. Donc ici je l'ai tracé de façon fictive avec une température T0 de 0 degré. Mais on sait que le mélange il est alimenté à 50 degrés. Donc dans ce cas-là, pour notre premier réacteur, ça va rentrer à une température de 50 degrés. Je fais une droite de pente J. Et ça me donne ici directement le point de sortie du premier réacteur. Donc ce qu'on voit, c'est que sur le premier réacteur, la température T1 vaut à peu près 180 degrés. Et le taux de conversion vaut à peu près 0,22 ou 22%. Ensuite, ce mélange, on le refroidit. On a un refroidisseur qui est ici. Donc si on le refroidit, il ne réagit pas. Donc sur cette droite, simplement, il va se refroidir et on va le refroidir jusqu'à 50 degrés, puisqu'on ne peut pas le refroidir plus bas. Donc on le refroidit jusqu'à 50, et puis on rentre dans le deuxième réacteur, et c'est toujours la même droite adiabatique, donc je refais une droite de la même pente, et ça me donne le point de sortie du second réacteur. Donc on a 165 degrés et à peu près 40% de conversion. De la même façon, on le refroidit en sortie du second réacteur, jusqu'à 50 degrés, et on rentre dans le troisième réacteur. Donc au final, en sortie du troisième réacteur, on a une température de 145 degrés, à peu près ici, et un taux de conversion de 57%. On refroidit de nouveau et on rentre dans le quatrième réacteur, quatrième et dernier réacteur. Et au final, ce qu'on voit, c'est que la température en sortie du quatrième réacteur est à peu près de 135 degrés, le taux de conversion il est de 70%. Donc l'intérêt, c'est qu'en utilisant différents réacteurs catalytiques à l'IFIX, on a pu atteindre une conversion relativement élevée en un temps un petit peu plus court que si on avait pris un réacteur refroidi, parce que plus on est vers des températures élevées, plus la vitesse est élevée et plus ça nécessite un volume de catalyseur faible. Donc c'est l'intérêt d'avoir des cascades de réacteurs catalytiques refroidis. Donc dans cet exercice, on a vu des résolutions de bilan couplé de matière et d'énergie, c'est des résolutions graphiques, donc c'est intéressant parce que ça permet de voir vraiment les choses. Et puis on a vu cette notion de droite adiabatique qu'on a obtenue en couplant les bilans de matière et d'énergie, et on a vu aussi cette notion d'élévation de température adiabatique, J, qui est la température maximum que peut prendre un réacteur si la réaction est conduite jusqu'à conversion complète en mode adiabatique. Donc l'intérêt de cette construction graphique, c'est de voir assez rapidement où on se déplace dans le plan, température, composition, de voir l'influence de différents paramètres. Si on avait fait une résolution numérique complète ou analytique complète, ça aurait été bien plus compliqué.
Voilà tout. Merci pour votre attention. On se reverra dans d'autres capsules vidéo illustrant aussi les résolutions couplées de bilan de matière et d'énergie.